Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. Entretien focus aujourd'hui sur le déploiement des bornes de recharge. Le nombre de bornes augmente alors que s'étoffe le parc de véhicules électriques. Et on en parle avec Clément Montlison, délégué général de l'Aver France. Bonjour à vous. Bonjour. On rappelle que c'est l'association qui réunit tous les acteurs de cette mobilité électrique. D'abord, une première réaction parce qu'il y a eu un cap symbolique qui a été franchi il n'y a pas très longtemps. C'est celui du million de véhicules électriques en France au sein du parc. Oui, tout à fait. Un cap symbolique qui montre aussi tout le développement que l'on a connu ces dernières années. Si on ajoute les hybrides rechargeables, on est à près d'1,6 million. Pour donner un peu un ordre de grandeur, je suis arrivé dans l'écosystème il y a 5 ans. En 2019, on avait immatriculé 70 000 véhicules dans l'année. Les progrès ont été considérables. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il y a aussi un autre cap symbolique qui, pendant longtemps, a été un marqueur, c'était celui des 100 000 bornes publiques. Et là, pour le coup, on l'a dépassé. Là aussi, ça remonte à quelques mois. Tout à fait, on l'a dépassé au mois de mai. Aujourd'hui, on est à 118 000, donc on approche des 120 000. On a un développement qui suit son cours. C'est plus 44% en un an, donc on voit qu'il y a une croissance qui est toujours soutenue pour ce développement des bornes de recharge. Et surtout, on commence vraiment à les voir un petit peu partout. Et je pense que ça a un vrai effet de réassurance pour les futurs utilisateurs de voir des bornes, de se dire qu'ils peuvent passer à la mobilité électrique. Alors, ce qui rassure aussi, surtout quand on fait des grandes distances, ce sont les bornes de recharge rapide, voire ultra rapide. C'est quoi la part au sein du parc existant aujourd'hui ? Tout à fait, c'est vrai que la recharge rapide, ultra rapide, surtout, on était un petit peu en retard en France il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est environ 10% des bornes, mais ça paraît peu en le disant comme ça, mais en réalité, quand on se projette dans les prochaines années, on voit que le pourcentage devrait être assez similaire. C'est vraiment un panachage de puissance dont on a besoin. Par contre, c'est sûr qu'on ne va pas attendre 5 heures sur son aire d'autoroute pour pouvoir faire son trajet. Et là, aujourd'hui, l'ensemble des aires de service du réseau autoroutier sont équipées en bornes de recharge ultra rapide. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de saturation l'été dernier, contrairement aux attentes, enfin contrairement en tout cas aux craintes plutôt de certains. Ouais, la gare de Troyes n'a pas eu lieu sur la recharge autoroutière. C'était un peu prédit par certains et heureusement, les automobilistes en plus ont été beaucoup plus nombreux cette année à prendre la route avec leur voiture électrique et n'ont pas rencontré de problématiques particulières. Par contre, on le sait, dès à présent, il faut se projeter à 2024, 2025 et après. Cette première vague de déploiement qui a été faite ne sera pas suffisante pour les prochaines années. Donc les sociétés autoroutières, les opérateurs de recharge, tous les acteurs qui sont impliqués dans ces déploiements sont déjà en train de réfléchir à l'après. Alors les privés continuent à soutenir, à financer. Qu'en est-il de l'État ? Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cet effort, au soutien qu'ils peuvent apporter au déploiement de bornes très rapides ? Oui, alors c'est vrai que l'État a vraiment été au rendez-vous ces dernières années en mettant en place différents programmes. Nous-mêmes, on a un programme qui s'appelle Advenir qui existe depuis 2016, qui a été reconduit plusieurs fois. D'autres enveloppes ont été mises en place. Nous, une inquiétude que l'on a, c'est qu'on a appris toute fin décembre qu'une enveloppe qui était portée par l'ADEME pour la recharge rapide et ultra rapide, hors réseau autoroutier, prenait fin brutalement. Sans vraiment de concertation, sans annonce officielle. On vous l'a dit comme ça ? On l'a vu apparaître sur le site internet de l'ADEME. Ah oui, donc ils ne nous ont pas prévenu en fait. Exactement. Et bon, au-delà du fait qu'on aurait au moins aimé avoir les raisons, c'est vrai que c'est un vrai sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que la conséquence très concrète, c'est que des projets qui auraient pu se faire dans des zones peu rentables, avec moins de trafic, mais où ça peut quand même être utile d'avoir de la recharge rapide et ultra rapide, ces projets ne vont pas se faire parce que les opérateurs vont vraiment aller là où ils auront le moins de risques possible. On voit qu'on a un développement qui est très important. Pour autant, on n'est encore qu'au tout début de l'histoire. Et donc, les business models sont encore assez ténus. Donc vraiment, risque de zone blanche pour des bornes rapides, en fait ? Pour les bornes rapides, oui, tout à fait. Et probablement que dans certains territoires où il n'y a pas assez de trafic, il n'y a pas assez d'habitation, il n'y a pas le besoin exprimé de façon suffisamment importante, on abandonnera certains projets. Alors l'Aver France tient également un baromètre sur la disponibilité, la fiabilité de ces bornes de recharge, quelles qu'elles soient, lentes ou rapides. Qu'en est-il ? Est-ce que la situation s'améliore ou pas ? Au global, on va dire qu'elle stagne avec une tendance légèrement vers la baisse. Les opérateurs ont rencontré plusieurs difficultés. Il y a à la fois les bornes les plus anciennes qui commencent à être un peu vieilles et donc leur fiabilité peut être un peu mise à mal. Et donc il y a notamment les syndicats d'énergie qui ont fait ces premiers déploiements sont en train d'en remplacer une partie. Et il y a aussi toutes les premières bornes, les lancements de bornes, les bornes qui sont installées et le temps qu'elles soient vraiment mises en place, il peut parfois y avoir quelques semaines, quelques mois d'écart. Et puis il y a aussi un apprentissage pour des nouveaux acteurs. Enfin, je pense à des pétroliers qui se lancent dans la borne de recharge, par exemple.
Tout à fait, on a des acteurs qui sont très jeunes. En même temps, on voit aussi beaucoup d'acteurs étrangers qui arrivent, qui ont une expérience dans un autre pays. On a aussi des acteurs français, des startups qui se lancent et qui sont extrêmement dynamiques et qui font des beaux produits, qui font vraiment des beaux déploiements. Donc voilà, on sait que collectivement, on a de vrais efforts à mener en termes de qualité parce que les utilisateurs doivent pouvoir bénéficier du meilleur réseau possible et surtout, avec la massification qu'on connaît aujourd'hui, les utilisateurs ont un seuil de tolérance qui va être de moins en moins important. C'est fini le temps des aventuriers qui pouvaient accepter qu'une borne ne marche pas. Maintenant, les gens veulent de la qualité. Alors, on a appris en fin d'année dernière une arnaque au code QR. Donc, en fait, des petits malins qui ont posé des codes QR sur des bornes et qui renvoient sur des sites frauduleux. Est-ce que c'est quelque chose dont vous aviez déjà entendu parler ? Alors, on commençait à avoir des signaux faibles sur ce sujet. C'est vrai que les QR codes sont beaucoup développés depuis la crise du Covid. On sait maintenant tous comment aller chercher sur son téléphone l'application pour pouvoir les scanner. Mais c'est vrai que c'est tout aussi simple de détourner des QR codes. Il suffit de coller un autocollant par-dessus. Et ce qui est en train d'être mis en place au niveau européen, dans le cadre d'un nouveau règlement, c'est d'aller vers des QR codes dynamiques, c'est-à-dire d'avoir un écran d'affichage qui pulse un QR code qui change régulièrement. Et donc aléatoire et qui ne peut pas être copié. Et voilà, et qui limite aussi le fait de pouvoir juste coller un QR code par-dessus. Mais cette arnaque-là, malheureusement, on l'a vu dans plein d'autres cas de figure, dans des restaurants où on a des menus. Enfin, voilà, partout où il y a du QR code, ça peut se... Ce qu'il faut, c'est donc vérifier où nous emmène justement ce site Internet. Voilà. Oui, tout à fait. Et on sait que les arnaqueurs redoublent toujours d'inventivité pour léser les individus. Donc c'est important de bien vérifier ses comptes, bien vérifier si les dépenses ont bien été faites, si sa recharge a été faite. Et si la recharge n'est pas lancée, qu'on a déjà payé, il faut s'inquiéter. Ou en tout cas, il faut assez rapidement appeler les opérateurs pour essayer au maximum de limiter les arnaques. Est-ce que la recharge est plus facile, plus confortable aujourd'hui ? Oui, je pense vraiment qu'on a fait beaucoup de progrès ces dernières années. Il y a de vraies réflexions qui sont faites sur le parcours client, faire en sorte qu'un utilisateur qui arrive devant une borne, notamment c'est une borne d'un opérateur qu'il ne connaissait pas, qu'il ait un parcours client qui soit le plus simple possible. On voit aussi que de plus en plus, notamment sur la recharge rapide, ultra rapide, on a des terminaux de paiement, on peut payer par carte. Ça se développe aussi pour faire en sorte qu'il y ait le moins de différence possible avec l'expérience que peuvent avoir les utilisateurs aujourd'hui à la station-service avec une pompe. On va terminer par une autre thématique qui est d'actualité également, parce qu'on commence à voir arriver des camions électriques. Et là, pour le coup, il faut un réseau qui soit adapté, parce que ce n'est pas les bornes actuelles qui vont pouvoir recharger des 38 tonnes. Alors quand même, une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les connecteurs disponibles pour la recharge des véhicules légers peuvent aussi être utilisés pour les poids lourds. Et dans les premières années, les poids lourds qui vont s'électrifier seront plutôt des gros VUL, des poids lourds des camions de ville. Ce qu'on va aussi voir se développer dans les prochaines années, c'est le mégawatt charging. Donc c'est vraiment des infrastructures pour de la recharge ultra rapide dédiées poids lourds. Et il va falloir accueillir l'ensemble de ces véhicules. Dans les prochaines années, à court et moyen terme, l'essentiel du besoin va se faire au dépôt, chez son client, et donc d'équiper des lieux privés et faire en sorte que les véhicules puissent recharger la nuit ou se recharger pendant qu'on décharge le véhicule. Mais progressivement, il va falloir aussi traiter l'itinérance. Il va falloir notamment que les aires de service puissent accueillir ces poids lourds électriques. Il faudra de la place et puis se pose peut-être la question également de la production d'électricité, de sa disponibilité sur toutes ces aires de service. Tout à fait. Et sur les aires de service qui en plus généralement sont un peu au milieu de rien pour certaines, ça a déjà posé des questions pour la recharge des véhicules légers. Donc il y a des renforcements qui seront faits progressivement. On a Enedis, Vinci et Total Energy avec d'autres acteurs qui ont produit il y a quelque temps une étude justement sur ces besoins-là pour déjà identifier dans les prochaines années de combien on aura besoin de renforcer chacune des aires de service. Un expert au courant de tout ce qui concerne la mobilité électrique, c'était Clément Molison, délégué général de l'Aver France. À très bientôt sur Mobility TV.